Bonjour à toutes et à tous. Déjà merci d'être venus, c'est cool. Donc aujourd'hui, petite conférence Impact, ça fait un petit moment et ça nous fait plaisir. J'espère que vous allez aimer. Donc on fait venir Allocation Climat, c'est une association citoyenne, et donc avec François Brun, qui va vous présenter un peu ce qu'ils font. Et donc ils travaillent en fait sur un projet de budget carbone individuel. Et donc le principe, c'est que tout le monde a un budget carbone, et dès que vous allez faire un achat de biens ou de services, ça va prélever ce budget. Et donc le but, c'est de limiter vos achats par rapport à ça. Et donc vous ne pouvez pas dépasser le budget tous les ans, donc voilà, ça permet de limiter. Il va mieux vous expliquer ça que moi. Et donc la présentation, ça va être 30 minutes. Donc il va parler pendant 30 minutes. Après, vu que c'est un sujet, parce qu'un concept assez innovant, donc vous allez sûrement avoir plein de questions à lui poser. Donc après, il y a 30 minutes de questions pour vraiment avoir le temps qu'il réponde à toutes vos questions. Et ensuite, on enchaîne avec un buffet dehors. Un buffet qu'on a fait nous-mêmes cet après-midi, qui est presque intégralement bio. Donc voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Et donc ce sera l'occasion de discuter en étant plus proche de lui et de discuter plus de vive voix. Et voilà, en espérant que ça vous plaise. Merci à tous et tous d'être venus. Donc, je reprends. Donc, je me présente. Donc, François Brun, j'ai déjà été un petit peu présenté. J'ai fréquenté cet endroit en 1978, donc j'ai eu du mal à retrouver les... Enfin, j'y suis revenu depuis. J'ai cherché les bâtiments qui existaient en 78 et c'est du mal à les retrouver. Donc, je viens vous parler de la location climat. Il vous en a donné, il a dévoilé un petit peu le mystère que ça pourrait être scellé derrière ce mot allocation. Mais je vais vous en expliquer un petit peu quand même les mécanismes, les justifications, et puis l'effectivité, l'efficacité et la performance du dispositif qu'on propose aux Français. Alors, il va falloir que je tourne vite. Enfin bon, voilà, ça y est, hop, voilà. Donc, un petit rappel quand même, mais je ne vais pas insister là-dessus sur les conditions qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les conditions qu'on nous disait devant apparaître suite au réchauffement, qui en fait apparaissent très très vite, plus vite qu'on ne le craignait. Voilà, je vous en montre un résumé rapide, et puis l'état des nappes phréatiques à la fin de l'hiver, qui montre que partout, on est en dessous de la moyenne ou juste à l'équilibre, et qu'il n'y a aucune région qui soit en surplus d'alimentation au niveau des nappes phréatiques. Donc, grosse question, quel va être l'été qui arrive? Alors, cette présentation, elle un petit... Voilà, 3 éléments, le contexte, l'allocation et puis le projet en lui-même. On a un budget carbone qui nous reste à émettre si on veut s'en tenir au 1,5 degré d'élévation de température à l'horizon 2050. On a émis depuis le début de l'époque industrielle, c'est-à-dire la moitié du 19e siècle, 2430 gigatonnes de CO2, il nous en reste 400. Alors, ces 2430 ont toutes été émises quasiment depuis le début de l'ère industrielle par les pays occidentaux. Il y en a 80% qui ont été émis par les pays occidentaux. On va continuer avec un focus sur la France. L'évolution de l'empreinte des Français, prise en globalité, est en diminution, mais très légère. Et on voit qu'il y a eu en 2020 une diminution plus sensible, mais qui a été rattrapée très vite en 2021. On n'a pas la colonne de 2022. Et on voit que c'est une pente qui est vraiment quasiment une horizontale. Par contre,
la répartition de ces émissions est tout à fait stable. Pour aboutir aux 2 tonnes par personne d'empreintes qui sont nécessaires pour respecter cet objectif des 1,5 degrés en 2050, il faut que notre empreinte actuelle diminue de 5% par an pendant 30 ans. Et cette diminution, cette déplétion de nos émissions est vraiment un intangible, parce que le budget des 400 gigatonnes, c'est 400 gigatonnes qui doivent être émises le plus lentement possible. Donc il faut commencer dès maintenant à diminuer nos émissions. La pente de 5% par an n'est absolument pas entamée. Donc il faut vraiment trouver le système qui nous permettra d'entamer cette déplétion. Alors, les émissions se répartissent en différents secteurs. Il y a le transport, qui est très important, parce que les transports utilisent quasi exclusivement encore des combustibles, une énergie fossile. Le chauffage des bâtiments, l'agriculture. Alors l'agriculture, ce n'est pas des carburants fossiles, mais c'est les émissions induites par la production d'engrais, par la production des phytosanitaires et marginalement par les engins qui circulent sur les terres arables. Ensuite l'industrie et en dernier la production d'énergie et les déchets. Et tous les consommateurs finaux de ces différentes catégories d'énergie sont nous, en tant que citoyens consommateurs, les entreprises en tant que consommateurs intermédiaires, mais qui ont pour destinée en bout de chaîne de produire des biens de consommation, et puis l'État, qui est notre nous collectif, qui utilise une partie de ces ressources pour assurer des services qu'on ne peut pas, des consommations qui ne sont pas individualisées, mais qui restent d'ordre collectif. Donc nous sommes tous concernés. Et ces émissions de carbone, ou d'équivalent carbone, sont très mal connues. Est-ce que vous connaissez le poids carbone d'un jean? On le lit une fois, mais on l'oublie. Et puis, quel jean? Quelle origine? Est-ce que vous connaissez le poids carbone de votre assiette? Celle de ce midi, mais celle de ce soir ou celle d'hier, c'est difficile de le savoir à chaque fois, de comparer. On sait globalement le poids de la viande, mais c'est difficile quand même d'évaluer le poids de tout ça. Le poids de carbone d'une voiture, ce qu'elle contient, ce qu'elle va émettre dans ses déplacements, le poids carbone du chauffage. Bon, tout ça, c'est très mal connu. Et on est convaincu que on ne pourra agir sur nos émissions de carbone que si on met en place, si se met en place, pas nous qui le mettrons en place, mais si se met en place une culture du carbone. Alors cette culture du carbone, elle dépend d'une chose, un préalable, qui est de pouvoir étiqueter, de mettre une étiquette carbone sur tous les biens qu'on consomme ou qu'on décide de mettre en œuvre. Parce que et donc cette question de l'étiquetage est primordiale. Alors aujourd'hui, il y a une méthode qui permet de connaître le poids carbone des choses matérielles, et puis mais aussi des services, enfin des choses immatérielles, c'est le bilan carbone. Mais alors, le bilan carbone, c'est pour un produit donné, remonter toute la chaîne de fabrication et faire un travail d'expertise, parce que c'est un véritable travail de spécialiste, pour répartir, connaître les dépenses en carbone, donc toute la chaîne de production, les répartir et les assigner à tous les produits qui sortent d'une chaîne de production ou d'un processus de production, et les assigner à chaque produit qui se trouve en bout de chaîne. Et donc il y a des multitudes de produits, une infinité de produits, et donc potentiellement une infinité d'analyses de bilan carbone à faire pour déterminer le poids carbone de chaque produit. On se rend bien compte que faire cette étude pour chaque produit, en plus les produits ont des durées de vie limitées, c'est quasi impossible, parce que ça consomme
des ressources en matière grise énormes à chaque fois. Ça a une durée de vie très limitée, et en plus ça fait beaucoup appel à des moyennes, à des ratios, à des quantités évaluées relativement arbitrairement. Donc il y a une assez faible crédibilité dans les chiffres qu'on obtient en bout de course. L'ADEME elle-même, qui produit des bases de données sur le contenu carbone des produits, c'est une base de données qui est accessible, admet que l'incertitude qui porte sur les évaluations qu'elle peut faire sont éventuellement aussi grandes que 50%. Donc, on se rend bien compte qu'un système sur lequel les citoyens devraient se fonder et puis même devraient peut-être in fine être confrontés à leurs limites quant à leur possibilité d'émettre du carbone, ne peut pas être crédible s'il y a autant d'incertitudes. Parce que les gens diront, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous foutez de nous, vos calculs ne tiennent pas la route. Alors, le compte carbone, c'est effectivement destiné à connaître son empreinte individuelle. Alors, il y a un petit schéma sur le côté où vous voyez, il y a deux colonnes. Il y a une colonne en kilogrammes de CO2 qui se somme en fonction des dépenses qu'on fait. Bon, je vais y revenir tout à l'heure parce qu'on... Alors, le bénéfice de cette compte à carbone, que je vais vous détailler un petit peu, c'est qu'elle est précise et incontestable, qu'elle concerne tout ce qui est produit, que ce soit des biens matériels ou immatériels, et qu'elle introduit un cercle vertueux, parce que, comme tous les produits sont étiquetés en carbone, et comme on sera confronté à des limites personnelles, on fera constamment des choix qui seront des choix sur le prix en euros d'un côté, mais aussi sur le coût en carbone de l'autre. Et en fonction de la pression que ça émettra sur notre mode de vie, cette contrainte carbone, eh bien, on sera d'autant plus incité à privilégier les produits les moins carbonés, et ça fera une très forte pression potentiellement sur toute l'industrie et sur l'ensemble de la chaîne économique. On ne fera plus de la publicité sur le prix des choses, mais sur leur poids carbone, parce que la contrainte, ce sera le carbone. Alors, on va revenir. Alors, on parlait d'un budget carbone, individuel. Alors, ce budget carbone, c'est un budget qui démarre sur la moyenne des émissions, et qui est réparti équitablement, et qui va baisser progressivement. On voit, il y a cette courbe de descente qui, tous les ans, le budget carbone alloué est en diminution de 5% pour aboutir effectivement et de manière garantie aux 2 tonnes qui sont notre objectif pour 2050. Et cette distribution et cette allocation d'une capacité à émettre du carbone en diminution de 5% par an, c'est la seule manière qu'on ait de garantir qu'effectivement on arrivera en 2050 aux 2 tonnes. Parce que toutes les autres manières, que ce soit les taxes, que ce soit les investissements dans les infrastructures, on n'est pas sûr que ce soit par effet rebond. L'effet rebond, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez un produit qui est tout d'un coup moins carboné, du coup je fais plus de kilomètres, ou du coup je me chauffe plus, ou du coup c'est inévitable et c'est incontrôlable, parce qu'aujourd'hui il faut bien voir qu'il y a beaucoup de gens qui par exemple sur le chauffage se limitent parce qu'il y a une pression financière, et dès que si on supprime la pression financière et qu'on met simplement des moyens de chauffage moins carbonés, la demande de chauffage va augmenter. Et donc, on n'a aucune garantie sur le résultat. Et ce budget carbone, il est réparti équitablement. Évidemment, c'est un principe qui découle un petit peu de la devise républicaine qui comporte le mot égalité. Donc, l'équitabilité, je ne sais pas si le mot existe, comment est-ce qu'on l'atteint? On l'atteint en... Alors oui, là je quitte un petit peu. Donc on l'atteint en distribuant les budgets carbone par unité de consommation.
Une unité de consommation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un adulte, au sens de l'INSEE, c'est-à-dire qu'un enfant compte, suivant son âge, compte pour 0,3 ou 0,5 unités de consommation, ce qui fait qu'une famille avec enfant ne reçoit pas 4 budgets carbone, parce que voilà, tout le monde ferait 5 enfants par famille, mais non plus pas 2 budgets carbone correspondant aux 2 adultes, mais 2 budgets carbone plus per capita, plus 2 fractions de budget carbone, ce qui fait que globalement, si la population française est constituée de 68 millions d'habitants, il n'y a que 43 millions d'unités de consommation sur lesquelles seraient répartis ces budgets carbone. Alors, là, ici, on a quelques mots qui sont importants. La garantie, je vous en parlais à l'instant, la garantie d'atteinte de la neutralité carbone, puisque les budgets, il y a un budget global qui est réparti en autant de consommateurs finaux. Alors, je vous parle à l'échelle de la France, parce qu'il faut réfléchir sur un périmètre donné. Mais ça pourrait très bien être le périmètre européen. Et ce serait d'autant plus efficace que le périmètre sera large. Mais bon, pour l'instant, parlons du périmètre français, c'est plus simple de l'envisager comme ça. Les grands avantages, c'est que la distribution d'un budget carbone, c'est qu'il y a une garantie d'atteinte du budget et d'émissions, une garantie d'atteinte de nos émissions, le respect du budget en 2050. À l'échelle de la France, c'est 400 gigatonnes dont je parlais tout à l'heure. C'est un principe qui respecte la liberté de choix. Par exemple, si quelqu'un décide d'avoir un mode de vie particulièrement sobre en carbone, il peut se permettre d'aller voyager en avion s'il a des besoins particuliers pour aller voir de la famille ou ne serait-ce que pour voyager. S'il a les moyens de diminuer sa consommation de carbone suffisamment dans les autres secteurs de sa consommation, il peut se permettre ça. Il n'y a pas d'imposition autoritaire, de quota autoritaire sur le nombre de voyages en avion ou sur quoi que ce soit. S'il veut manger de la viande, il peut, s'il est capable de faire les économies de carbone nécessaires sur les autres secteurs de sa consommation. Et c'est un projet qui se déploie avec un souci de justice climatique parce que tout le monde a le même budget carbone, quel que soit son niveau de consommation. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire que il y a effectivement, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde n'émet pas les mêmes quantités de carbone en fonction de ses capacités de consommation, de ses capacités financières à consommer, mais la distribution de carbone, elle, au niveau, un premier niveau de distribution, elle se fait sur un principe égalitaire. Alors, évidemment, ça pose une question, parce que comme c'est basé sur une moyenne, il y a des gens qui vont recevoir plus qu'ils n'en émettent actuellement, puisque les gens qui ont peu de moyens financiers sont, de ce fait-là, sobres en général en carbone, et les gens qui ont des grands moyens financiers sont en général dispendieux en carbone. Alors on va voir comment ça se résout. Donc c'est une répartition égalitaire, et alors cette répartition se fait aussi dans un cadre démocratique, puisque c'est compatible avec différents choix de politique publique, et on envisage que ce soit une gestion aussi qui se fasse sous un contrôle démocratique, que ce soit par un contrôle des élus ou par le contrôle d'une caisse auquel la représentation serait, dans laquelle la représentation de la population s'assurait sur le même mode qu'il l'est par exemple pour la sécurité sociale. C'est une représentation paritaire où il y a les différents secteurs de l'activité, les entreprises, les salariés, les professions indépendantes qui sont représentées par leurs organisations. Différents modes de gestion. Alors, on va regarder maintenant la manière dont ça marche, très concrètement. Alors, l'étiquetage en carbone des biens et services, c'est une entreprise, c'est les entreprises qui étiquettent leurs biens et services, qui a une place quelconque dans une chaîne de production et qui a des achats des fournisseurs. Et donc sur ces achats, sur ces factures de fournisseurs, il y a des prix en euros,
Mais il y a également une valeur en point carbone. Un point carbone, c'est 1 kg de carbone. Donc elle a des entrées, elle a des achats qui se cumulent et qui font qu'elle incorpore dans les produits qu'elle va mettre en production une quantité de carbone pour un total de 15. Ensuite, elle les transforme. Donc elle a des émissions propres qui sont, c'est le scope 1, c'est-à-dire c'est le scope 1 d'elle-même et des gens qu'elle fait travailler. Donc c'est l'énergie dont elle a besoin pour transformer les produits intermédiaires qu'elle a achetés, l'énergie qu'elle utilise pour les transporter, les distribuer et les remettre soit à l'étape suivante dans la chaîne de production, soit directement sur les rayons d'un marché. Alors, je parle de biens matériels, mais ça peut être des biens immatériels, parce que les biens immatériels contiennent également du carbone. Si vous achetez des prestations intellectuelles, elles en contiennent beaucoup moins, mais elles en contiennent quand même un peu, et le même processus de cheminement tout au long d'une chaîne de production d'un produit fini, par exemple, la maîtrise d'œuvre d'un grand projet qui fait intervenir autant de maîtrises d'œuvre différentes qui se succèdent et qui sont vendues éventuellement par des ensembliers, peut faire l'objet d'un poids carbone final, de la même façon qu'un système de production de biens matériels. Et imaginons que cette entreprise mette des produits sur le marché, elle répartit après tout le poids carbone incorporé dans sa production sur les produits et elle les répartit. Alors après, ce sont les comptables ou les contrôleurs de gestion qui décident de les répartir au prorata de leur valeur financière ou suivant d'autres prorata. Il y a différentes manières de les répartir. L'entreprise gère ses flux de carbone exactement en les associant aux flux financiers, et à la comptabilité financière. Donc tous les outils de gestion financière qu'utilise une entreprise peuvent être, il y a une colonne supplémentaire qui s'ajoute à la colonne de la valeur en euros des biens qu'elle manipule, qui est la valeur en carbone, qui est le poids en carbone, et chaque mouvement financier, chaque transaction, même interne, est associée à une transaction en carbone. La distribution du quota, qui est un droit d'émettre, comment ça marche? Alors ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est une distribution sur la base de l'unité de consommation, et c'est une distribution qui a pour objectif d'avoir d'abord un total qui correspond au budget des 600 millions de tonnes qu'émettent aujourd'hui les Français, avec une déplétion progressive de 5% par an qui nous amènera à 2 tonnes par habitant en 2050, c'est-à-dire je crois environ 130 millions de tonnes, un truc comme ça. Et avec des objectifs débutoires effectifs chaque année, puisqu'on ne distribue que ce qui est possible d'émettre. Alors comment ça fonctionne, cette distribution? Il y a une caisse climat donc, qui verse des allocations. Par exemple, une année, elle donne à un citoyen. Alors, un citoyen, c'est en fait une unité de consommation. Enfin, bon, on a assimilé ça à une personne. Un certain nombre de points carbone. Elle a une ressource en droit d'émettre, elle a une ressource en euros, et avec cette ressource en points carbone et cette ressource en euros, elle a une capacité, une double capacité à acheter des produits, c'est-à-dire une capacité, elle doit satisfaire 2 capacités, une capacité à l'acheter en euros et une capacité à l'acheter en points carbone, c'est-à-dire à disposer des droits d'émission correspondant au poids carbone des biens qu'elle achète. Et alors je vous parlais tout à l'heure de cette disparité intrinsèque entre ceux qui sont sobres en carbone et ceux qui sont dispendieux dans un premier temps, puisque à l'arrivée la pression sera suffisante pour que tout le monde soit à peu près émetteur dans les mêmes proportions.
Dans les premiers temps, elle se résout par l'existence d'un marché carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que le marché carbone? C'est que il y a d'un côté les acheteurs et de l'autre côté les vendeurs. Les vendeurs, ce sont ceux qui sont sobres, et les acheteurs sont ceux qui sont dispendieux, ou qui ont des besoins, à un moment donné, des besoins d'investissement ou des besoins d'achat extraordinaire. Cette année, je veux aller voir mes enfants à Vancouver, il me faut des points carbone, j'en avais plus assez, je les achète sur le marché, et l'équilibre se fait par l'équilibre de marché. Alors, on imagine que le prix des points carbone va grimper, et va grimper au fur et à mesure que la pression sur les émissions de carbone va grimper également. Alors, pour éviter... quand on regarde les structures de distribution et des revenus, il y a une pente croissante, bien évidemment. Il y a des gens qui gagnent plus que les autres, et puis il y a l'INSEE répartit ça très bien en déciles. Alors, il y a une pente relativement régulière entre les 10 premiers déciles entre les 9 premiers déciles, et puis ça grimpe fortement dans le 10e décile, c'est-à-dire dans les 10% de la population française qui ont les revenus les plus élevés. Et si on raisonnait non plus en déciles, mais en centiles, on verrait que la courbe, elle s'accroît encore plus dans le dernier centile, c'est-à-dire que les revenus des fractions les plus riches grimpent très très vite. Et il pourrait, et alors je parle de ça parce que on pourrait se trouver dans une situation où une toute petite fraction de la population, disposant de gros revenus financiers, pourrait d'une certaine manière s'accaparer les points carbone mis sur le marché pour satisfaire des besoins extraordinaires, style faire marcher un jet privé ou faire 8 fois le tour du monde dans l'année. Parce qu'on n'imagine pas qu'ils mangent 20 kg de viande par jour, malgré tout. Donc, pour éviter cet accaparement, il y a plusieurs solutions. Il y a soit des limitations en quantité absolue d'achat sur le marché du carbone, soit un prix qui augmente en fonction des quantités qu'on achète, soit... parce que, en fait, il y a c'est très important de résoudre cette question-là, parce que quand on regarde un petit peu le spectre des émissions et des revenus, on s'aperçoit qu'il y a à peu près au milieu de la répartition des revenus. En fait, les revenus, ils croissent assez peu sur les 7-8 premiers déciles, si vous voulez. La répartition des revenus en déciles, c'est qu'on sépare la population française en 10 parts égales en nombre, et à chaque part, on regarde les revenus qu'elle a, globalement. Et on s'aperçoit que les 7 ou 8 parts, les 70 ou 80% de la population française ont des revenus qui croissent, mais qui croissent assez faiblement, puis après ça s'accélère. Et quand on regarde les émissions par décile également, par contre, on s'aperçoit que les émissions, elles croissent relativement plus vite, et qu'il y a à peu près au milieu de la répartition des revenus en déciles, une zone où les gens sont à la fois ont des revenus moyens, pas très élevés, près du revenu médian. Le revenu médian, je vous le rappelle, c'est 2000 et quelques francs par euro par mois. Et par contre, les émissions, elles croissent beaucoup parce que ce sont des actifs et qui circulent beaucoup. En fait, la grosse explication, c'est ça. Et puis, aussi, il y a une autre explication qui tient au fait que la répartition des revenus, alors je ne vais pas aller très loin là-dedans parce que c'est assez compliqué, mais c'est par ménage. Et la taille des ménages varie suivant les revenus. Et les ménages les plus pauvres sont en général les ménages monoparentaux et qui sont très peu émetteurs parce qu'en tant que ménage, il y a déjà moins de monde dans le ménage, et c'est ce qui explique aussi une part des faiblesses des émissions. Donc, voilà. Et les revenus qui sont générés, si par exemple on taxe les achats des plus forts, de ceux qui ont le plus grand besoin en carbone,
on génère des revenus qui peuvent financer des investissements structurels pour diminuer la consommation de ceux qui ont peu de capacité d'investissement, donc les plus démunis. Voilà, j'avance, toc toc toc, ouais. Bon ben écoutez, on est à peu près au bout. Ce projet, alors il a été porté par une association qui s'appelle Allocation Climat. C'est des gens assez variés, enfin des ingénieurs, des économistes, mais pas que, parce que moi je suis ni ingénieur ni économiste, je suis architecte urbaniste. Et on a étudié relativement en détail cette question-là, on a produit un rapport. On essaye maintenant, on a démarré ça pendant la pandémie, et on a abouti à un rapport à fin mi-2022 qui a été relu, qui a été validé, et qui, aujourd'hui, on essaye d'en faire la promotion, alors on a des contacts avec des élus, on a des contacts avec des économistes, mais bon, la question des quotas est très vite très éruptive, parce que les gens se disent « Ah, mais les quotas, c'est trop contraignant ». Et en fait, on s'aperçoit que c'est quand même le seul système qui conserve une réelle liberté de choix individuelle, qui permet d'arbitrer entre un style de vie et un autre, parce que sans ça, qu'est-ce qui restera? Il restera que les décisions autoritaires qui, à un moment donné, diront « ou alors on dépassera nos budgets carbone allègrement et on ira droit dans le mur ». Alors, vous pouvez suivre ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez surtout, si ça vous intéresse, si le produit, je dirais, si ça vous convainc, nous rejoindre, participer à nos travaux. Actuellement, on est en train de mettre en place un prototype de comptabilité carbone dans une entreprise pour voir comment concrètement ça peut se mettre en place. On a pris des contacts avec les éditeurs de logiciels type SAP et compagnie qui évidemment disent c'est vraiment pas compliqué de rajouter la colonne carbone dans tous les modèles qui permettent de faire tourner une boîte. Les experts comptables sont très contents parce que c'est une perspective de business pour eux. La demande en comptable est un petit peu en baisse parce qu'on simplifie les obligations comptables et ils voient qu'il faut qu'ils trouvent d'autres choses, d'autres services à rendre aux entreprises, et ils sont très contents de pouvoir effectivement participer à la réduction des émissions carbone par ce biais-là. Et il reste juste à convaincre les tenants de la taxe carbone que la taxe carbone n'est pas le bon système, parce que comme toutes les taxes, ça pèse d'abord sur ceux qui ont moins de moyens, et ceux qui ont plus de moyens, ils ne les voient pas passer, les taxes, ça pèse absolument pas pour eux. Et c'est donc, bien qu'elle apparaisse comme ça au premier regard comme très limitante et très impérative dans les moyens qu'elle met en œuvre, c'est quand même le moyen le plus ouvert et le plus facile à mettre en œuvre à l'échelle à laquelle on doit mettre en œuvre nos exigences de limitation d'émissions de carbone. Voilà, donc je suis sûr que vous avez des tas de questions à poser maintenant, parce que ça en pose beaucoup. Et écoutez, je suis à votre disposition. J'imagine qu'il y a un micro qui peut se promener dans la salle. Oui, du coup, merci déjà pour la présentation. Effectivement, il va y avoir une séance de questions, parce que vous avez sûrement plein de questions, parce que c'est un concept assez innovant et assez compliqué à mettre en place, on imagine, et donc comme il va tout présenter en 30 minutes, voilà. Donc on a prévu 30 minutes de questions, histoire qu'il ait le temps de répondre à peu près à tout, et si jamais vous avez encore des questions, il y a le buffet après, donc c'est super. Alors je vais vous montrer le site d'Allocation Climat, parce que je vous laisse, allez-y, posez vos questions, puis moi j'essaye de me... Du coup, je vais vous apporter le micro.
Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous demander si jamais on se retrouve à plus avoir par exemple de... Je suis ici, au milieu, plus par là. Ah, Oui, donc si jamais on se retrouve au milieu du mois par exemple à plus avoir de crédit carbone, est-ce que ça veut dire que on peut plus acheter à manger, par exemple c'est une bonne question, parce que c'est un petit peu de la même façon que quand on n'a plus d'euros au milieu du mois, c'est difficile d'acheter à manger, donc on gère. Donc de la même façon, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que de la même façon qu'aujourd'hui on est très habitué à gérer nos euros, et on n'imagine pas si on reçoit un salaire, ah tiens, j'ai 2500 euros, chouette, et puis au bout d'une semaine, ah ben j'ai plus rien. Non, on gère, on sait ce dont on a besoin, et on gère de manière précautionneuse, et on a une suffisamment grande culture du prix des choses pour savoir, même si on se trouve tout d'un coup face à un désir, une impulsion d'achat, on se dit, je peux me le permettre ou pas, parce qu'on sait le prix des choses. Ben là, ce sera pareil, on connaîtra le poids carbone des choses, parce que ce sera étiqueté, on connaîtra son budget, on connaîtra ses capacités à dépenser en carbone, en fait c'est à émettre, hein, parce que quand on dit dépenser, c'est émettre, et on gérera aussi instinctivement nos achats et le poids carbone de ce que ça représente, qu'on gère nos dépenses en euros. Et même, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au fur et à mesure que la pression s'accentuera sur le prix des choses, sur le droit d'émettre, enfin, quand on commencera à atteindre les 2 tonnes, on peut presque se dire que la valeur des choses s'exprimera plus dans le poids carbone que ça représente que dans la valeur en euros. Et on pourrait même imaginer que la valeur carbone se substitue partiellement ou éventuellement totalement à la valeur en euros. Parce que qu'est-ce que ça signifierait que d'avoir des euros auxquels ne correspondrait aucun pouvoir d'achat en carbone, si vous voulez? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On pourrait juste acheter des leçons de violon à son voisin qui pourrait vous les vendre peut-être de manière onéreuse en euros, mais gratuite en carbone, parce qu'effectivement, il aurait juste à traverser la rue et à pousser son marché. Mais voilà. Donc, effectivement, on a effectivement, on s'est posé le problème de manière un peu plus précise que ça. Et on s'est dit qu'il fallait que la distribution en euros, alors, parce qu'il y a toutes sortes de personnes sur Terre, et il y a effectivement des gens qui ont des incapacités psychologiques ou autres, se retrouvent, aujourd'hui par exemple, il y a des gens qui se retrouvent dans la rue et qui vivent de la mendicité. Comment est-ce qu'on ferait que pour conserver à ces gens-là un droit de vivre? Parce qu'à un moment donné, si on n'a plus de capacité à acheter, c'est un droit de vivre qui est retiré aux gens. Donc on a considéré que de la même façon que il y aurait un minimum qui serait distribué par mois, insaisissable, qui correspondrait à ce que, par exemple, permet de consommer le RSA. Et que même si on a, au bout d'un certain nombre de mois, consommé tout le carbone, tout le quota carbone, il y aurait une distribution mensuelle à hauteur du RSA qui irait jusqu'à la fin de l'année, pour que les gens ne se retrouvent pas dans l'incapacité de vivre, tout simplement. Donc voilà, il faut trouver des systèmes qui répondent aux situations quelquefois un peu bizarres, un peu extraordinaires, mais qui existent, parce que si on n'y répond pas, effectivement, il y a des cas où un gars va dire, écoutez, moi j'ai pu faire crever puisque je ne peux plus consommer. Bon, il faut le prévoir.
Bonsoir. Moi j'avais une question parce que vous avez dit que la taxe carbone elle risquait de peser sur les plus démunis, mais est-ce que ça risque pas de faire la même chose dans le sens où les plus démunis souvent ils doivent acheter des choses qui polluent plus parce qu'ils sont pas forcément produites de façon très éco-responsable, et du coup est-ce que ça risque pas quand même de poser ce problème, ou est-ce que le budget carbone est donné selon aussi le revenu du foyer? Alors, le budget carbone est donné et attribué de manière égalitaire. Mais vous avez parfaitement raison. Les premiers prix, en général, les trucs les plus sont produits par l'industrie, parce que l'industrie est très efficace, mais par contre incorpore quelquefois plus de carbone, notamment dans la nourriture. Alors, bon, il faut quand même relativiser le poids des choses. Même produit par l'industrie, même si c'est de la junk food, le poids carbone des chips est inférieur au poids carbone de la viande, et en général, les gens qui se nourrissent mal se nourrissent avec des chips et pas avec de la viande. Par contre, la question qu'on peut se poser et qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'industrie, parce que le capitalisme, c'est pas l'industrie. L'industrie, c'est savoir faire des choses. Le capitalisme, c'est les valoriser. Est-ce que le capitalisme ne va pas être capable de créer des filières décarbonées et de les vendre? Je prends par exemple l'exemple d'une voiture. Faire une voiture avec de l'acier suédois décarboné, c'est-à-dire que c'est de l'acier produit avec de l'électricité issue des barrages norvégiens ou suédois, et produire des gammes spécifiques pour ceux qui ont des euros, qui seront riches, mais qui seront sous contrainte carbone forte. C'est vraisemblable, mais le pari qu'on fait, c'est que quand même les marchés de masse restent les plus importants en valeur. Alors c'est pas ceux sur lesquels forcément les boîtes font le plus de bénéfices, mais en volume et en valeur c'est quand même le plus important. Et on se dit que il y aura un effet d'entraînement, et que même si dans un premier temps, c'est un petit peu comme pour le bio. Le bio, c'est pas, il faut un certain revenu pour y accéder, mais progressivement, ça met quand même en mouvement la totalité de la filière agricole qui est obligée de se poser des questions et de changer un petit peu ses manières de faire, même si elle résiste fort. Et on fait l'hypothèse que le marché se retournera. Au début, effectivement, ceux qui vont être les plus contraints, ce seront quand on va, dans un premier temps, distribuer au niveau moyen des émissions, beaucoup de gens ne vont pas être contraints, puisqu'ils auront des budgets carbone supérieurs à leurs émissions actuelles. Donc la contrainte arrivera progressivement. Par contre, ceux qui vont être contraints sont d'une part, donc les plus riches, sont d'une part des gens qui vont être capables d'acheter du carbone sur le marché du carbone, et aussi capables de puiser dans leurs économies pour faire les investissements nécessaires, personnels, qui leur permettront de mieux manager leurs émissions de carbone, de s'adapter assez vite. C'est aussi un très fort facteur de décision d'investissement. Si vous êtes face à une perspective de réduction de vos droits à émettre du carbone de 5% par an, vous vous dites, il serait quand même temps que j'isole pour de coup sérieusement ma maison, que je mette sérieusement une pompe à chaleur, et que sérieusement, quitte éventuellement à taper dans ces économies. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui auraient les moyens de faire ces investissements-là, qui ne les font pas parce qu'il n'y a pas de contrainte. Voilà. Donc c'est une réponse longue à une question courte, mais c'est vrai que chaque question ouvre des tas de domaines, et on a essayé. Alors ce rapport, on en parlera tout à l'heure, je vous montrerai quelques pages, mais de les étudier vraiment dans le détail. Merci. Juste, comme vous dites, peut-être essayer de faire des réponses un peu moins... Oui, je comprends. Après, il faut bien répondre à la question, c'est normal.
Mais voilà, histoire juste qu'il y ait plus de gens qui puissent poser des questions et limite après pour développer pendant le buffet. Voilà, je passe la main à la prochaine question. Et il y en a beaucoup qui se lèvent, je vois, donc ouais. Allez, je répondrai à toutes. Merci pour votre présentation. Du coup, ma question, ce sera comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place au début et comment est-ce qu'on fait pour faire accepter ça ou pour le faire rentrer dans la loi et que ça ne provoque pas, je sais pas, de gros mouvements sociaux ou de la colère, entre guillemets. Voilà, alors, c'est une question qu'on s'est posée aussi, parce que, alors, en fait, on considère aujourd'hui que les premières diminutions dans nos émissions, il faut les atteindre principalement par des investissements, des changements sur les infrastructures. C'est-à-dire typiquement basculer d'un mode de chauffage à un autre, basculer d'un mode de transport à un autre. Ce n'est pas des décisions individuelles et ce n'est pas parce que vous serez contraint dans votre budget carbone que tout d'un coup une ligne de transport collectif apparaîtra au pied de votre rue, enfin à une distance raisonnable de chez vous, comme par magie. Non, ça, il faut que l'État, que ceux qui ont capacité à décider des infrastructures dans lesquelles on se développe notre mode de vie, fassent les... Donc ça peut être fait, les premiers pourcents ou dizaines de pourcents de diminution de nos émissions peuvent et doivent être occasionnés par ces changements sur les infrastructures. Même si, effectivement, changer les infrastructures, c'est coûteux, ça prend du temps. En fait, l'allocation climat, elle va traiter les derniers pourcents. Travailler sur les infrastructures permettra de traiter peut-être, en espérons-le, les 30 ou 20, 30, 40 premiers pourcents de diminution de nos émissions. Le budget carbone, il va travailler en profondeur d'une part l'appareil productif, c'est-à-dire que tous les industriels vont se dire « Ah ben moi, si je veux rester sur le marché à l'horizon de 10 ans, il faut que je travaille quand même à décarboner au maximum, que je sois capable de présenter des produits décarbonés à un horizon qui va être assez rapide. » Et la contrainte au niveau de la consommation quotidienne, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une contrainte sur la consommation quotidienne. Donc cette contrainte sur la consommation quotidienne, elle va commencer à peser sur la grande masse des gens au bout de, on va dire, une dizaine d'années. Et donc, c'est tout le temps qu'il faut qu'on utilise pour convaincre la société tout entière que le budget carbone individuel, c'est la bonne solution. Alors, voilà, je m'arrête là parce que je continue. Merci. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque qu'il y ait des personnes plus aisées qui achètent une grosse partie du stock des points carbone les premières années pour ensuite les revendre sur les dernières années? C'est une question qu'on s'est posée et c'est un marché annuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thésaurisation possible du carbone. Si vous achetez du carbone une année, vous devez le dépenser dans l'année. Donc il y a effectivement, on aurait pu imaginer, et d'ailleurs quand je dis que c'est un projet qui peut s'adapter à différentes philosophies politiques, entre guillemets, enfin bon, de la droite à la gauche, les ultralibéraux pourraient dire « Ah mais non, au contraire, il faut qu'il y ait une capacité à spéculer sur le carbone. » Bon, évidemment, il y aurait une bataille politique là-dessus, mais disons que imaginons qu'ils arrivent à convaincre tout le monde que c'est la bonne solution, ce serait une possibilité qui ne remettrait pas forcément en cause le principe même de l'allocation carbone, de l'allocation climat. Alors on a aussi beaucoup discuté, par exemple, est-ce qu'il fallait permettre aux gens d'épargner. D'épargner, j'ai un budget carbone de 10 tonnes, j'en conserve par devers moi, et j'ai dépensé. Alors on a dit que non, il fallait inciter à faire des investissements nécessaires le plus rapidement possible, donc à dépenser le carbone tant qu'on en a encore relativement pour faire les investissements nécessaires, et quand on a besoin de carbone supplémentaire, l'acheter sur le marché.
Merci. Bon, mais ceci dit, je vous dis des choix qui ont été faits. Ces choix sont éminemment discutables et rediscutables et amendables, parce que c'est pas à 40 personnes ayant bossé pendant 6 ou 9 mois ou 1 an qu'effectivement on a purgé tous les problèmes. Hein, c'est évident. Et de toute façon, ce serait une telle révolution dans nos modes de vie et nos modes de consommer qu'évidemment ça ferait l'objet d'un énorme débat avant et que toutes ces questions-là seraient débattues et redébattues et réexaminées et évidemment discutées. Mais bon, pour l'instant on a un projet, un produit qui nous présente tel qu'il est. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une petite question sur la mise en pratique concrète de ce projet. Comment est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce qu'il y aurait une sorte de carte de crédit pour compter et être sûr qu'à chaque achat, et bien, enfin, même en liquide, même chaque achat de biens ou de services, on débite bien du compte qu'on a. Comment ça marche? C'est une vraie question. Vous posez que toutes les bonnes questions, puisque évidemment, la question c'est comment est-ce qu'on est certain qu'à chaque achat, il y a ce débit en carbone qui est effectivement effectué. D'une part, on a fait le constat que la dématérialisation des paiements est quand même très importante en France. Je crois qu'en valeur, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas loin de penser que ce soit proche de 90% en valeur les achats qui sont par l'intermédiaire d'une carte bancaire. Après, il y a la question des achats en liquide. Effectivement, je pense qu'on dirait ça supprime le liquide, il y aurait de fortes réactions parce qu'il y a un attachement au liquide, à la monnaie liquide, puisque c'est vrai que c'est la seule capacité de faire des transactions qui subsiste quand il n'y a plus d'infrastructure. Alors, il y a deux possibilités. Soit il y a une petite carte de paiement carbone qui permet de régler, qu'on recharge sur son compte carbone, qui permet de régler sur le terminal de paiement indépendamment du paiement avec une carte bancaire. Bon, mais l'avantage n'est pas très important parce que est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on va payer en liquide les euros et avec une carte qui malgré tout ressemblera à une carte bancaire, la part carbone, bon, on ne voit pas trop la logique de tout ça. Ou alors, il y a une solution qui est de faire une étude statistique sur le contenu carbone des achats en liquide et de débiter le compte carbone à chaque retrait de liquide, de débiter le compte carbone d'autant sur la base d'une moyenne statistique. Mais il faudrait par exemple interdire d'acheter de l'essence à la pompe en liquide. Il faudrait que ce soit obligatoirement, par exemple, sur un certain nombre d'achats, mais assez limité finalement, fait avec une carte bancaire. Ouais, ok, bonsoir, merci. Pour les biens manufacturés, on a bien vu que c'était la bonne manière de comptabiliser dès le début dans toute la chaîne de production. Ça permettait une évaluation du prix carbone à la fin beaucoup plus précis que les bilans carbone. Mais pour tout ce qui est des services, on arrive comment Ça va dépendre du nombre de consommateurs final. Pour le consommateur final, je pense par exemple un billet de cinéma, c'est vraiment pas un grand peu de à un moment donné, il y a un contenu statistiquement réparti, c'est-à-dire que en fait, la question se pose pour les biens immatériels qui peuvent être dupliqués un nombre illimité de fois et non prévisible. Effectivement, ça c'est une question pour laquelle on n'a pas trouvé de vraie réponse, parce que, par exemple, j'ai produit effectivement un film que je vais mettre en vente sur une plateforme de streaming. Le film, pour le réaliser, j'ai fait des dépenses, j'ai payé des acteurs. Payer les acteurs, je les ai nourris. Alors je les ai nourris pendant le tournage, j'ai fait circuler des engins, j'ai acheté de la pellicule. Voilà, il y a un contenu carbone, et je ne sais pas a priori sur combien d'items je vais répartir parce que je ne sais pas combien mon film sur une plateforme de streaming va être acheté, le nombre de fois où il va être téléchargé par exemple.
Et bien là, on a buté sur, provisoirement sur une impasse, on ne sait pas trop. Mais c'est un petit peu la même chose que le prix d'un film en streaming. C'est-à-dire que la chose qui diffère, c'est que les euros, on peut en accumuler autant qu'on veut, ça ne pose pas de problème. Pour autant, équilibrer un budget carbone, à un moment donné, on pourrait imaginer, par exemple, que les premiers acheteurs paient un contenu carbone et puis qu'au bout d'un certain temps, quand le contenu carbone du bien a été amorti, ben, le contenu carbone devienne égal à zéro. Enfin, il ne sera jamais totalement égal à zéro parce que le fait de télécharger, par exemple, je parle du film, là, télécharger le film, il y a le poids carbone du téléchargement, mais le contenu carbone de la réalisation concrète du film, c'est-à-dire la réalisation des images, sera amorti. Donc ce contenu carbone serait amorti. Mais il serait amorti de manière irrégulière au fur et à mesure de la vente. Mais c'est un petit peu de la même manière que le coût des choses, hein, c'est-à-dire que les premiers achats amortissent la réalisation très matérielle du film. Et une fois que la réalisation matérielle du film et qu'on a payé les acteurs et qu'on a payé les dépenses du film, et ben après c'est du bénéfice qui peut s'accumuler sans limite parce que c'est la propriété des biens immatériels, parce qu'il n'y a plus de coûts de production, quoi. Il n'y a plus des coûts de marginaux de distribution. Merci. Bonsoir. J'aimerais revenir sur le marché carbone. Tout à l'heure, il y a une question sur les dérives qu'il pourrait y avoir si les plus riches achetaient des points carbone au début et les gardaient sur plusieurs années. Et vous avez dit qu'une solution, ce serait de limiter à un marché annuel. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des risques de dérives quand même sur un marché annuel du style, à l'heure actuelle, il y a des dérives sur tout ce qui est tous les marchés, à peu près, il y a des marchés noirs qui se créent, il y a des dérives de tout. Évidemment. Comment est-ce que vous avez réfléchi à une façon de réguler un peu tout ça ou... Évidemment, il y a des risques de gains marginaux. Par exemple, imaginons qu'on distribue tout le carbone au printemps et qu'on soit tous des cigales. On dépense nos carbones pendant l'été, puis l'automne et l'hiver arrivant, oui aïe aïe, comment vais-je payer pour que je me chauffe encore au fioul, enfin il n'y aura plus de fioul. Non, mais peu importe. Il y a l'effet de la saisonnalité, par exemple. On pourrait dire que des petits malins achèteraient du carbone en début d'année s'il y a une variation saisonnière du carbone. Alors, pour répondre à ça, il y a plusieurs avis, même dans notre équipe. Il y a des avis qui disent que une spéculation annuelle ne pourrait pas aller très loin, donc on pourrait l'admettre. Et il y a aussi un autre avis qui serait que les mises sur le marché soient pas faites, soient régulées par la caisse climat. C'est-à-dire que quand on est excédentaire en carbone, on déclare qu'on a du carbone à vendre, mais que la mise en vente effective se fasse de manière régulée par la caisse climat qui, par son expertise, est capable de prévoir des pics de demande ou de les mettre de manière régulée et ordonnée sur le marché pour qu'il y ait pas. Alors il y a une question que je soulèverai tout à l'heure, que si personne ne la soulève, mais qui est importante, mais qui est. Voilà, je vous laisse encore une chance de la poser. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je trouve que l'idée elle est vraiment géniale parce que dans la mesure où elle nous permettrait d'arriver à l'objectif zéro carbone, voilà, même les contraintes des plus riches à s'y soumettre. Mais j'ai vu, si je me souviens bien, vous avez commencé à réfléchir en 2020, donc c'est une idée qui est assez récente, vous étiez que 60 bénévoles. Alors moi, ma question, ça serait comment, j'imagine qu'il y a encore plein de cas particuliers à gérer et tout, mais aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans la démarche à l'occasion du climat? Est-ce que
On a déjà parlé à des politiques, est-ce qu'ils sont déjà prêts à le mettre en place? Et si oui aussi, est-ce qu'il y a des retombements dans le monde? Est-ce que vous êtes mondialement, enfin, il y a d'autres entreprises dans notre pays qui sont aussi en recherche de ce genre de principe. Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, l'idée d'un budget carbone a déjà été envisagée par les Anglais en 2011, dans les dernières années de la période où Tony Blair était Premier ministre. Et puis après, vous savez qu'ils ont été remplacés par les conservateurs, donc ils ont mis ça sous le boisseau. Mais ils avaient imaginé un budget carbone, mais très limité aux émissions, disons, à la consommation de fossiles. Donc, un budget fossile, en fait, un budget émission de carbone fossile. Mais ça avait été étudié vraiment en détail, et ils avaient commandé une étude à des bureaux d'études, ils avaient fait des études sociologiques pour vérifier l'acceptabilité de la chose. Aujourd'hui, en termes de communication et de popularisation de l'idée, où est-ce qu'on en est? Alors, l'idée, et puis il y a aussi le gouvernement irlandais, récemment, qui reprend cette idée à peu près dans les mêmes termes que les Anglais l'avaient pris en 2011. Mais je ne sais pas où ça en est. En France, l'idée est déclinée alors, de temps à autre. Quelqu'un, Jean Covici, a parlé récemment, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Jancovici, a parlé récemment de l'idée qu'un jour, peut-être qu'on ne pourrait pas plus prendre l'avion comme on le voudrait. Donc, l'idée d'une contrainte, l'idée de l'impossibilité de consommer jusqu'à des niveaux qui sont incompatibles avec le maintien d'un climat vivable sur Terre apparaît, prend tournure. Il y a des tribunes qui paraissent régulièrement, et puis il y a beaucoup d'associations, il y a d'autres associations que la nôtre qui travaillent sur le sujet. Il y a notamment des associations qui travaillent sur le budget de la comptabilité carbone, parce que la comptabilité carbone est un préalable à l'attribution d'un budget carbone individuel, et la comptabilité carbone est un projet en lui-même intéressant, parce que c'est un projet qui, par son caractère systématique et son efficacité, je dirais, en termes de production d'informations carbone, est très très supérieur à tout ce qu'on a, toutes les analyses de cycle de vie et de bilan carbone telles qu'on les fait aujourd'hui, est suffisamment plus intéressant et plus efficace pour que les gens s'y intéressent, au moins pour cette valeur d'information-là. Donc il y a des associations qui travaillent là-dessus, et puis il y a des tribunes qui ont paru régulièrement dans différents journaux pour défendre l'idée, et il y a des élus qui la défendent aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Moi j'avais une petite question, c'est au niveau des territoires. Par exemple, les gens qui vivent dans la campagne souvent ont des revenus moins élevés et vont avoir des émissions de CO2 plus élevées qui sont dues soit au chauffage, si on habite en montagne, ou alors si on habite dans des maisons individuelles. Aussi au niveau du transport, on est obligé de se transporter beaucoup plus. Et donc ces gens-là auraient peut-être plus de mal à respecter à la fois les contraintes financières et de carbone. Et moi j'avais un peu l'impression, parce qu'en ville aussi on pollue beaucoup moins quand on est par exemple dans des immeubles et qu'on prend les transports en commun. Et j'avais l'impression quand même qu'à l'avenir, pour réduire les émissions au point de vue du pays, on est obligé quand même de repeupler les campagnes pour soutenir tout le monde paysan. Et est-ce que vous avez pensé à ces thématiques-là, enfin, dans le sens où par exemple on ne peut pas laisser juste quelques paysans en campagne faire toute la production de nourriture pour tous les gens qui habitent en ville, puisqu'ils auraient beaucoup plus de mal à cause du manque d'énergie fossile et aussi d'un point de vue santé mentale. Oui, alors, les disparités entre territoires, enfin entre modes de vie, puisque c'est plus qu'entre territoires, c'est entre modes de vie. C'est vrai que les urbains ont plus accès au transport en collectif, mais par ailleurs,
dépensent plus de carbone en transport lointain. Donc, ils sont globalement plus émetteurs que les gens qui habitent à la campagne. Et puis, il faut vraiment avoir conscience que tous les déplacements qui rentrent dans un processus de production sont incorporés à la valeur carbone des biens produits. C'est-à-dire que si vous êtes... alors, ça pose des questions intéressantes d'ailleurs. Si vous êtes artisan, vos déplacements d'artisan, ben, vous les facturez en carbone à vos clients. Si vous êtes salarié et que vous travaillez, que vous êtes pour aller travailler, que vous êtes obligé d'aller faire 50 km le matin, 50 km le soir, et que vous ne pouvez les faire pour l'instant qu'en voiture, et que pour l'instant votre voiture elle consomme du pétrole, eh ben, on peut se poser la question de savoir qui doit encaisser cette dépense de cette émission de carbone. Est-ce que c'est l'entrepreneur qui vous a embauché, mais sachant que vous veniez, que vous fassiez 50 km, d'une certaine manière, est-ce que c'est à lui d'imputer ce carbone émis sur les produits qu'il émet, ou est-ce que c'est aux travailleurs de les imputer sur sa consommation? Donc il y a des choses intéressantes. Ça aura des impacts sur le transport, sur les distances à laquelle on consent d'habiter mais vous savez, cet impact il existe aujourd'hui puisque il y a des gens qui se sont trouvés très coincés par leurs dépenses ne serait-ce qu'en euros, leurs dépenses de carburant, parce qu'il s'est avéré qu'ils avaient pris la décision d'habiter trop loin de leur lieu de travail. Et puis, évidemment, dès lors qu'on habite à la montagne, dès lors qu'on habite même dans des régions plus froides, le nord-est de la France est plus froid que le sud-ouest, et ben, de toute façon, d'ores et déjà, on a des dépenses de chauffage qui sont plus importantes, on fait des dépenses d'investissement dans des maisons qui sont isolées, et ça, je dirais, ça subsistera, mais ça existe d'ores et déjà aujourd'hui. Ces disparités-là, elles ne sont pas nouvelles. Bon, mais ceci dit, on est absolument convaincu que c'est impossible de mettre en place l'allocation climat seul. Il faut vraiment une forte action sur les infrastructures en général pour que les choses sur lesquelles notre pouvoir de dépenser n'a pas d'influence, typiquement, je dirais, les infrastructures de transport, pour qu'elles évoluent en fonction des besoins. Donc ça, on est parfaitement convaincus et on est... voilà. Bon, mais c'est sûr que faire peser un poids carbone sur tous les éléments, enfin tout ce qui fait notre mode de vie, ça va changer nos modes de vie. Ça va changer nos modes de vie et que quand on ira à la campagne, si on a des déplacements à faire, peut-être qu'on les fera en voiturette qui se déplacent avec des voiturettes de 500 kg qui consomment très peu de carbone et qui restent voitures qui restent à inventer. Encore que les petites voitures, les voiturettes sans permis, elles existent et il y a beaucoup de gens à la campagne qui se déplacent avec ça. Parce qu'elles remplissent les besoins. Deux questions. Oui. Vous parlez justement des voiturettes. Est-ce que tout ce qui est... comment vous faites par rapport aux importations? Est-ce qu'il faut des experts dans les pays qui produisent à l'extérieur ou est-ce qu'il faut qu'on... Excellente question. Et deuxième question, comment vous répartissez, vous parlez des infrastructures, comment vous répartissez les coûts qui aujourd'hui sont payés par les impôts? Est-ce que c'est les gens qui, en fonction de leur montant d'impôt, récupèrent ou est-ce qu'on répartit de manière équitable sur toute la population? Alors, deux questions. Excellente question sur ce qui se passe au périmètre du système. Effectivement, les systèmes productifs ne se déroulent pas à l'intérieur du périmètre d'application de l'allocation climat. Donc il y a beaucoup de biens et services qui franchissent les frontières, qui ne seront pas soumis à la comptabilité carbone nécessairement, dans un premier temps en tout cas. Alors comment ça se passe? Eh bien, il y a un service des douanes qui, au passage de la frontière, détermine un poids carbone sur la base de bases de données
type de celle que l'ADEME a mise en place. Par exemple, on sait que un acier qui vient d'Inde contient tant de carbone, un coton qui vient d'Égypte contient tant de carbone. Voilà. Les biens ont des contenus carbone forfaitisés en fonction de leur origine, plus ou moins précis, éventuellement avec qui ne correspondront pas à l'optimum, au contenu réel de carbone du bien importé, parce qu'ils pourront être pénalisés parce qu'il y a un mix carbone de la production énergétique qui est très défavorable, alors que le producteur en question aura fait des efforts sur son mix énergétique. Et bien celui-là, il aura tout avantage à mettre en place une comptabilité carbone hors du périmètre, mais opposable sur la base de normes. Alors il faudrait qu'il y ait eu une norme de la comptabilité carbone qui puisse se déployer en dehors du périmètre d'application de l'allocation climat. Alors évidemment que ce système n'a d'intérêt et n'a de portée, parce que bien, on sait bien que de toute façon les émissions de la France, c'est une toute petite fraction des émissions mondiales, n'a de portée que s'il se diffuse. Alors face à la contrainte, on est convaincu que si déjà à l'échelle de la France on a été convaincus de son efficacité et de sa capacité à atteindre les résultats que tout le monde cherche à atteindre, il pourrait se diffuser à travers l'espace européen, que se diffusant à l'espace européen, qui est quand même un très grand marché, on serait capable d'influer sur les marchés mondiaux. Et il ne faut pas oublier que la TVA c'est un système qui est assez comparable dans son systématisme à la création de la colonne du poids carbone à côté de la colonne du poids en euros, dans la mesure où c'est une opération qui suit toutes les étapes de la fabrication d'un produit, puisque chaque transaction au cours de la fabrication d'un produit occasionne une tarification de TVA. Et la TVA est un système qui a été inventé en France à sortir de la guerre, dans les années 50, et qui s'est répandu quasi mondialement, puisqu'il y a quelques États qui n'ont pas de TVA, mais énormément d'États ont une TVA, parce que c'est un système très très efficace. Donc, on est optimiste, on se dit que ce système sera tellement efficace qu'il sera adopté pas forcément instantanément, mais rapidement par un grand ensemble de pays. Alors, l'autre question que vous me posiez, c'était C'était sur les infrastructures, tout ce que l'État finance. Oui, alors, effectivement, il y a les dépenses de carbone de l'État qui correspondent à des services collectifs. Et bien ça, elles sont retranchées du budget carbone attribué. Notre budget, si notre empreinte carbone est de 9 tonnes aujourd'hui et qu'il y a 1 tonne 8, je ne sais plus quelles sont les dernières évaluations, mais 1 tonne 8 qui correspond à l'activité de l'État, ben, le budget carbone distribué, c'est le budget carbone total diminué de la part de l'État, mais l'État a lui aussi une trajectoire de diminution de ses émissions de 5% par an. Et l'ensemble de ces administrations aussi. Merci. Alors, on va prendre encore quelques questions. Qui c'est qui a des questions là à peu près? Ok. Je pense que ça devrait aller, on peut toutes les prendre. C'est pour moi. Je voulais juste revenir sur le fait, vous avez dit que vous espérez que la révolution climat elle va être prise en compte elle va être acceptée par la population, mais moi je trouve que du coup ceux qui seraient plutôt contre cette proposition, ça serait plutôt les riches qui consomment beaucoup. Et moi j'ai peur que les sociétés qui sont de l'industrie, on a vu d'ailleurs l'industrie, c'était aussi un des gros facteurs d'émission, les industries qui ont le plus de capital et qui du coup aussi consomment le plus, bloquent cette proposition. On a vu quand même même dans notre démocratie aujourd'hui, il y a quand même pas mal de trucs qui sont contrôlés par les grosses instances financières et donc. Non, mais il y aura des oppositions. Mais il faut aussi voir que le contenu carbone de chaque euro dépensé varie suivant les tranches de revenus.
Et plus on a des revenus faibles, plus chaque euro dépensé est riche en carbone. Pourquoi ça? Parce que, je le caricature, hein, mais acheter un sac Hermès ou acheter un sac en cuir fabriqué par l'artisan du coin, le contenu en carbone du cuir est quasiment le même. Qu'est-ce qui change? Il y a la quantité de travail, évidemment. Il y a les artisans qui bossent sur la fabrication d'un sac Hermès, il y a un nombre d'heures bien plus important. Or, de l'heure de travail de couturière ou de brodeur, enfin de ceux qui façonnent le cuir, n'est pas en soi un facteur d'intensification carbone extrêmement important. Il y a beaucoup de dépenses de publicité, mais les dépenses de publicité ne sont pas non plus un facteur de renchérissement carbone extrêmement élevé. Il y a des profits, mais les profits en eux-mêmes sont par un contenu en carbone. C'est l'emploi qui en sera fait après qui générera du carbone dans d'autres processus productifs. Et puis, il y a des circuits de distribution très onéreux, je sais pas, des locations dans les beaux quartiers de Paris qui sont onéreuses, mais qui n'ont pas nécessairement intrinsèquement plus de contenu carbone que la location d'une boîte à vendre une solderie en périphérie d'une agglomération. Donc c'est ce qui explique que l'accroissement en carbone des émissions des personnes les plus riches est net, mais il est très largement dû au déplacement. Plus on est riche, plus on se déplace. Ça a une relation extrêmement linéaire. Et donc ça pèsera beaucoup sur les déplacements et beaucoup moins sur la consommation. Alors, voilà, après, on pourrait dire ça pourra générer une fuite des riches. C'est-à-dire que les riches vont sortir de ce périmètre de ces Khmers verts qui veulent imposer une limitation à l'émission de carbone. Mais d'une part, si c'est adopté au niveau européen, les riches n'auront qu'une seule destination, c'est les États-Unis. Et puis, on peut espérer que les États-Unis mettront en œuvre des politiques analogues. De toute façon, ils sont très forts pour collecter l'impôt, les États-Unis, il ne faut pas croire. Donc, à un moment donné, ils seront forts aussi pour limiter l'émission de carbone. Merci. Ok, du coup, encore une question en bas, j'ai encore une question après, et après, on va décaler. Oui, je me demandais aussi, qu'est-ce que viendrait tout ce qui est service gratuit, notamment la vidéo à la demande sur Internet ou tout ce qui est le streaming, ce genre de choses? Alors, tout ce qui est gratuit, il n'y a pas de transaction, enfin, tout ce qui est gratuit, tout ce qui n'occasionne pas de transaction, ne permet pas, par construction, de transaction carbone. Donc, effectivement, mais si on y réfléchit un peu, si vous voulez, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de gratuit? YouTube, par exemple. YouTube, c'est gratuit, sauf que Google vend des espaces publicitaires à ceux qui financent son activité, qui financent YouTube. Donc Google devra facturer du carbone aux gens qui font de la publicité sur YouTube. Donc le système se bouclera. Il y a des activités purement gratuites, par exemple aller donner des meubles dont on ne se sert plus à Emmaüs. Ça, au moment où on fait un don, il n'y a pas de transaction carbone. Emmaüs récupère des biens qui ont un contenu carbone égal à 0. De toute façon, ce sont des biens d'occasion. Après, s'il les revend,
faire des points carbone, mais comme lui n'a pas d'autre activité que de revendre et que distribuer des revenus aux gens qui travaillent chez lui, je pense que le circuit chez Maüs, je pense qu'il se limite à ça. Voilà. C'est un circuit quasiment sans carbone. Ok. Du coup, j'avais une dernière question. C'est par rapport à la santé et aux soins. Si par exemple quelqu'un qui est assez juste sur ses consommations carbone et à la fin de l'année se retrouve à avoir un accident ou quelque chose qui atteint sa santé mentale et qui a besoin de soins et médicaments qui vont coûter beaucoup en carbone, comment cette personne fait? Alors ça, on a la chance d'avoir un système de sécurité sociale qui fait que normalement le poids de la santé en France, il est limité. Il y a les dépenses, il y a le tiers payant. On dépense un petit peu quand on achète des médicaments. On dépensera un petit peu de carbone, mais il y a une part qui est prise en charge par la Sécu. La sécurité sociale aura un budget carbone qui lui permettra, qui correspondra aux achats qu'elle fait de médicaments, enfin au remboursement qu'elle fait des médicaments à l'industrie pharmaceutique, au paiement qu'elle fait à l'industrie pharmaceutique. Et il faudrait regarder dans le détail, est-ce que l'industrie pharmaceutique facturerait le poids carbone des médicaments qu'elle vend, parce que, bon, on va tout regarder, hein, mais en tout cas, le carbone n'est associé qu'à la part des transactions. Et effectivement, si dans un médicament, il y a une part du médicament qui est payée par la Sécu, on ne va pas payer en carbone la totalité du contenu carbone de la... C'est pareil, si vous êtes opéré à l'hôpital et que vous payez, malgré tout, il reste un petit... les frais d'hôtellerie, on appelle à l'hôpital, on ne va pas vous faire payer sur ces frais d'hôtellerie la totalité du poids carbone, par exemple, d'une opération, parce qu'on sait qu'un hôpital, c'est très émetteur, et peut-être que le poids carbone d'une opération de 12 heures, quelque chose comme ça. Aucune idée de ce que ça peut être. Enfin, peut-être que j'en aurai une idée bientôt, parce que les shifters vont faire une conférence sur le... parce que je suis par ailleurs shifter. Mais les shifters vont faire une conférence sur la décarbonation de la santé, donc on aura des éclaircissements là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai effectivement aucune idée du poids carbone d'un acte de soins à l'hôpital. Je ne sais pas, même si on devait vous le facturer individuellement, combien ça pèserait sur votre budget. D'accord, merci. Tout à l'heure, vous avez dit que vous attendiez une question, est-ce qu'elle est tombée? Ah oui, alors, il y avait une question qui est quand même importante sur le marché, qui est liée au fait qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels mettre sur le marché un marché virtuel, mais enfin un marché quand même, du carbone qu'ils ne consommeraient pas, ce serait quelque chose qui pourrait ou ne saurait pas faire, parce que ça pourrait être des gens très âgés, ou des gens incapables, et donc il faudra réfléchir, parce que de la même façon qu'il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas à leurs droits parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils sont dans l'incapacité d'atteindre le guichet qui leur permettrait de les obtenir, ou que, voilà, il faut vraiment réfléchir à tous les gens qui ne nous ressemblent pas et qui auraient des difficultés à se dépatouiller dans un tel système. Et effectivement, on a considéré qu'il faudrait qu'il y ait un grand nombre d'emplois générés. Comme il y a des conseillers bancaires, il y aurait des conseillers carbone qui permettraient aux gens d'abord de comprendre comment ça marche, dans un premier temps, d'apprendre à gérer leurs dépenses carbone, et puis aussi d'apprendre ou d'être aidés dans la mise sur le marché du carbone dont ils seraient exemplaires. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et qui est très très importante, c'est que mettre, pour les gens qui sont sobres par nature, parce qu'ils par manque de moyens financiers, mettre sur le marché leur carbone excédentaire, ça va être une source de revenus. Ça va être une source de revenus d'autant plus importante que le carbone sera élevé. Et on s'est posé la question de savoir à quel prix le carbone pourrait éventuellement monter si il était en forte tension. On est arrivé quasiment au prix d'1 euro le kilo. Donc quelqu'un qui recevrait dans un premier temps, et 1 euro le kilo, c'est 1000 euros la tonne, alors que
Aujourd'hui, les prix de la tonne, bon, ils évoluent à la hausse, hein, mais les prix de la tonne de marché sur le marché du carbone, ça a oscillé entre 15, 20, 30, 40 euros. Vous voyez, c'est une marge de progression extrêmement importante. Mais 1 euro le kilo, pour quelqu'un qui, par exemple, aurait un budget carbone de 10 tonnes et qui n'en consommerait que 5 ou 6, et il y a beaucoup de ménages, beaucoup de personnes qui seraient dans cette situation-là, ben c'est possiblement des revenus complémentaires de 3 000 à 4 000 euros sur l'année, ce qui occasionnerait aussi un important rééquilibrage, enfin une redistribution des revenus par le biais de ce marché du carbone. Bon, et qui ne serait que temporaire, parce que au fur et à mesure que les quantités mises dans les budgets diminueraient, ben, ce marché du carbone, inévitablement, il finirait par s'éteindre. Bon, mais le prix du carbone, temporairement, pourrait monter énormément. D'accord, merci. Je pense du coup on va conclure la conférence. C'était très intéressant et c'était impressionnant de voir que vous avez déjà réfléchi à beaucoup de nos questions. Alors je vais vous montrer quand même juste une image, c'est l'image du site Allocation Climat. Vous pourrez, en cliquant dans nos réalisations, regarder le rapport de faisabilité que j'ai là, et c'est un rapport qui vous montrera, alors que bon, j'en passe rapidement quelques pages, mais enfin qui, si vous êtes intéressé, vous permettra de rentrer, c'est un rapport de 200 pages, ah zut, voilà. Il vous permettra de... Je n'ai pas noté les pages qui seraient intéressantes, que j'aurais pu vous montrer de manière intéressante, mais qui vous montrera dans le détail tout ce qu'on a étudié. Alors si vous trouvez l'idée intéressante, même si vous êtes intéressé à la populariser, à la creuser et éventuellement à travailler avec nous, eh bien, il y a le QR code que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez rejoindre, vous trouvez dans Google Allocation Climat, vous tomberez dessus. Et puis, il y a une association donc, qui fonctionne avec de nombreux bénévoles et on essaye notamment cette année de faire le tour de toutes les universités, toutes les écoles. On a bientôt une conf à Sciences Po qui va sortir. Et puis, progressivement, on va faire tous les lieux d'enseignement pour vraiment populariser l'idée. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors du coup, on va pouvoir passer au buffet pour poser des questions sans peu la tête. Avant ça, j'aimerais quand même remercier Musix, Pix et Iris pour la couve. Ils ont fait du bon boulot et voilà.